Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire OPCO EP dédié à la transition écologique et énergétique. Je suis Cyril Duchamp, je suis journaliste. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour un point, un webinaire qui fait partie d'une série qui est proposée par OPCO EP sur la transition écologique et énergétique. Peut-être certaines d'entre vous ont déjà pu visualiser les précédents épisodes, si j'ose dire, qui sont accessibles en replay sur la chaîne YouTube de l'OPCO. Un mot très rapide pour vous dire que vous avez la possibilité de poser des questions à nos intervenants, poser des questions par le biais de l'onglet chat que vous voyez apparaître en bas à droite de votre écran. Questions que je me ferai un plaisir de relayer. Nous allons voir un certain nombre de témoignages d'entreprises de différentes régions qui vont nous permettre de souligner la logique d'accompagnement qui est engagée avec le COEP, engagé avec d'abord une phase de positionnement qui mobilise le conseiller et la conseillère de proximité d'OPCO-EP, ce qui mène à très souvent une structuration RH au travers de différents dispositifs de diagnostic. Tout cela avant, bien évidemment, d'actionner le levier formation qui permet de répondre à la fois à des besoins immédiats en compétences de la part des entreprises, mais aussi à la nécessité d'anticiper l'avenir et d'entretenir les dynamiques qui sont enclenchées autour de la transition écologique et énergétique. Un accompagnement global, donc, pour relever les défis de la transition écologique. Je vous propose d'en parler tout de suite en commençant par un témoignage de Bretagne avec le centre d'imagerie médicale de l'ANEC. J'ai le plaisir d'avoir avec moi donc Yvan Richaudot, qui est responsable de site, qui est accompagné de Lise Mignot, chargée de mission RH, et Amandine Blenay, qui est chargée de projet. Nolwenn Robert Gourmelon, qui est consultante au cabinet Ancrage et qui a accompagné le centre d'imagerie médicale dans ses efforts de structuration, et Valérie Ménager, qui est conseillère en formation chez OPCO EP. Peut-être tout de suite, Yvan Richaudot, une présentation rapide de ce qu'est SIM l'ANEC, et puis un mot sur les motivations qui vous conduisent à engager un chantier autour de la transition écologique et énergétique. Bonjour à tous. Alors oui, le centre d'imagerie médicale l'ANEC, c'est un centre d'imagerie qui exploite des scanners et des IRM. Nous accueillons environ 120 000 patients par an sur 5 sites. Nous sommes composés de 70 salariés environ, des secrétaires médicales, des manipulateurs en radiologie, une cellule administrative, et on collabore avec environ 60 radiologues qui sont les médecins qui font les interprétations des examens. Très bien. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de votre engagement sur la transition écologique énergétique? Est-ce que ça fait suite à des obligations particulières, réglementaires, ou c'est d'abord avant tout une question de conscientisation? Ouais, alors effectivement, pas d'obligation réglementaire de ce côté-là dans notre travail. C'était plutôt, on a l'habitude dans notre entreprise de faire des projets en interne. Par exemple l'accueil d'enfants, la pédiatrie, ce genre de projet. Et nous, avec un collègue, on a décidé d'essayer de monter un projet RSE qui s'appelait plutôt RE au début. C'était plutôt juste environnemental pour essayer d'améliorer notre pratique dans le tri des déchets, dans plusieurs choses au niveau un petit peu plus écologique, on va dire. Ouais, tri des déchets, optimisation du tri, peut-être aussi une vision d'anticipation, une vision proactive. Nous sommes tous face à une problématique de hausse conséquente du coût de l'énergie, ce qui peut également pousser à aller vers la transition écologique. Alors effectivement, ça a été plutôt dans une deuxième phase, une fois qu'on s'est fait accompagner par Nolwenn de Ancrage, où on a réfléchi à effectivement essayer de pousser peut-être nos partenaires et nos fournisseurs et faire un choix de fournisseurs qui avaient une responsabilité environnementale un peu plus présente que les autres. Mais ça s'est fait plutôt après la phase d'accompagnement. Dans un second temps. Donc, vous disiez tout à l'heure que la première phase était essentiellement sur la responsabilité environnementale. Il y a eu aussi le volet
social qui s'est greffé. On va parler de cet accompagnement mis en place avec au COEP par Nolwenn Robert Gourmelon, mais juste un mot peut-être sur la manière dont vous avez enclenché les deux moteurs, si j'ose dire, le côté environnemental et le côté social. La RH s'est mise sur cette action également. Ouais, tout à fait. En fait, c'est quand l'accompagnement a été effectivement trouvé, déclenché par notre responsable en ressources humaines, qui, à force de rencontrer des réunions avec l'OPCO, voilà, a appris qu'on pouvait être accompagné dans une démarche de transition écologique. Et c'est à partir de là qu'on a rencontré Nolwenn de Ancrage et qu'on a pu effectivement, c'est Nolwenn qui nous a donné qui nous a dit que ce serait dommage de ne pas inclure le projet social dans le projet. Et puis, on a eu un changement de direction aussi avec un nouveau directeur qui avait déjà fait ses démarches dans son ancienne entreprise et qui trouvait qui avait conscience de l'importance du projet, du volet social dans le projet. Donc, du coup, notre projet est devenu un projet RSE. Très bien. Alors, regardons un peu en détail, si vous le voulez bien, avec Nolwenn, Robert Gourmelon. Bonjour. Quel est l'accompagnement RH qui a été mis en place sur proposition d'OPCO-EP? Concrètement, ça se déroule de quelle manière, Madame Robert Gourmelon? Alors, bonjour à toutes et tous, et puis merci Yvan, Lise, Amandine pour cette introduction. On a démarré avec le centre d'imagerie par un état des lieux. On commence toujours par un état des lieux sur les sujets de la transition écologique et en lien bien sûr avec les pratiques RH. Et ça c'était vraiment essentiel. Et au sein du centre d'imagerie, on a eu tout de suite l'opportunité de travailler avec un groupe de collaborateurs volontaires. Donc ça, c'était aussi intéressant. Donc l'état des lieux, c'est des visites sur site, c'est des rencontres des équipes, c'est des interviews des personnes clés de l'organisation qui ont en responsabilité tel ou tel aspect en lien avec la transition écologique dans l'entreprise. Et puis, bien sûr, les RH associés tout de suite au projet, parce que ça, c'était essentiel. Qui dit transition, dit forcément changer des habitudes, faire évoluer éventuellement des compétences et embarquer un collectif. Donc tout de suite, l'équipe a vu aussi tout l'intérêt d'intégrer les responsables RH et en tout cas les compétences RH de l'entreprise au sein du projet. Alors on voit avec votre témoignage qu'effectivement on a finalement un travail d'expression du besoin. Je pense que c'est à peu près la terminologie qu'on peut utiliser, qui permet d'embarquer l'ensemble des équipes avec cette dimension environnementale et ce volet social. Embarquer les équipes, c'est aussi les embarquer sur des objectifs très précis. Tout cela doit être structuré. Effectivement, alors après, on a cette phase d'état des lieux et puis je dirais aussi de sensibilisation, parce que c'est important, parce que tout le collectif ne part pas avec la même maturité sur ces sujets. Donc, c'est important aussi d'avoir ces phases de sensibilisation pour parler tous le même langage. Et puis après, en fonction on a pris de la hauteur sur nos enjeux, sur nos impacts. On a été un petit peu voir dans tous les rouages de l'entreprise le niveau de maturité. Et bien après, qu'est-ce qu'on fait de cette matière? Et ben c'est comment on bâtit et on construit une feuille de route avec l'entreprise, avec des objectifs précis. Et puis au-delà des objectifs, quelles sont les étapes concrètes et intermédiaires? Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de pas que ce soit pas non plus une démarche hors sol et conceptuelle, mais avec des étapes concrètes dont les équipes peuvent se saisir dans la vie du projet. Oui, pas une approche hors sol, conceptuelle, mais vraiment ancrée dans le concret, avec effectivement des projets, des choses, des actions à mener qui sont listées au travers de cette feuille de route. Quelles sont les clés de réussite pour mener à bien ce type de projet? Ce qui est important, c'est quand on peut avoir autour de la table, en tout cas des représentants de l'ensemble des métiers de la structure. Tout ça, justement, on a dit pour pas que ce soit hors sol, ça c'est important, et qu'on puisse identifier aussi les contraintes, les enjeux des différents métiers, de comment ce qui se joue au quotidien et concrètement dans leur mission, quel impact va avoir le changement sur leur mission, et éventuellement identifier les freins
et se dire ensemble comment on fait pour lever. Est-ce qu'on a envie est-ce qu'on est prêt à lever ces freins, et que si oui, comment on les lève. Donc ça, c'est pour moi important, effectivement, cette représentativité des métiers. Et le deuxième point qu'on a vu là avec le centre d'imagerie, c'est l'intérêt d'intégrer à la fois la RH et la direction, parce qu'on avait une direction qui était extrêmement volontaire et qui est venue participer à des ateliers de travail avec l'équipe. Et tout ça, ça donne du sens. Et ça embarque, c'est plus facile aussi d'aller porter des messages et d'embarquer l'ensemble des collaborateurs. Alors parlons du résultat de cet accompagnement, Yvan Richaudot. Vous avez aujourd'hui une vision plus claire donc de la façon de mener votre stratégie transition écologique, et puis également des compétences qui sont à mobiliser. Oui, complètement. L'accompagnement de Nolwenn a permis de structurer vraiment notre projet, de faire un plan d'action qui soit clair, simple. C'était aussi quelque chose du cahier des charges qui était important. Nous, personne n'est dédié au projet RSE. On fait ça en plus de nos métiers, que ce soit les secrétaires, les manips ou la cellule administrative. Donc en fait, on voulait quelque chose de simple à mettre en place, pas une usine à gaz. Et c'est vrai que l'accompagnement de Nolwenn de ce côté-là, elle a répondu parfaitement à cette problématique-là. Et donc aujourd'hui, on a un plan d'action qui évolue dans le temps, sur 3 à 5 ans, avec des actions qui sont claires au quotidien. Donc une projection sur 3 à 5 ans qui intègre également des dimensions du côté des montées en compétences possibles ou envisageables. Il y a des réflexions aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai personne de la cellule n'a fait de formation, et je pense que Nolwenn a insisté là-dessus aussi. Ce serait important que des membres de la cellule RSE fassent des formations. On les a pas identifiés pour l'instant. Et puis après, on va continuer aussi dans le volet social sur le bien-être au travail. C'est des valeurs qui sont importantes pour l'entreprise. Et donc, le projet RSE va dans ce sens aussi. Ouais, j'en retire comme conclusion que finalement l'idée c'est de tirer le fil. Vous avez maintenant vous êtes doté d'une stratégie structurée grâce à cette feuille de route élaborée au travers de l'accompagnement RH qui avait été initialement proposé par OPCO-EP, et ça permet progressivement d'installer la dynamique et d'interroger maintenant le volet compétences. Valérie Ménager, peut-être un dernier mot par rapport à ce témoignage, très brièvement. Oui, j'encourage toutes les entreprises effectivement qui sont présentes à aller vers leurs conseillers OPCO-EP pour se renseigner effectivement pour bénéficier de ce type d'accompagnement. Qui est toujours en cours. Alors après, selon les régions, les financements peuvent légèrement varier, mais en tout cas, il y a un accompagnement qui est tout à fait possible, et l'OPCO-EP encourage vivement cet accompagnement à la transition écologique et énergétique. Oui, c'est ça, c'est un accompagnement à la fois en termes d'expertise, on l'a vu avec cet accompagnement RH, et puis un accompagnement en termes d'aide mobilisable, et pour cela, les conseillers de proximité OPCO-EP sont la bonne clé d'entrée, ils connaissent les dispositifs, ils savent quelles sont les solutions à mettre en place. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Je vous propose tout de suite de changer de région. Nous allons en Nouvelle-Aquitaine avec deux témoignages différents. Comme vous le savez, OPCO-EP couvre un grand nombre de branches professionnelles, donc de secteurs d'activité. Donc nous allons avoir, c'est l'intérêt aussi de ces webinaires, de donner, de montrer des approches qui sont liées à des enjeux d'activité qui peuvent être différents d'une entreprise à une autre, avec des tailles qui sont également différentes. J'appelle Charlotte de l'Ursalus pour les domaines familiaux de l'Ursalus, avec Charlotte Faubert qui est consultante à l'agence Plotfox, Delphine Ferradou, conseillère OPCO-EP, Thierry Lesca qui est le dirigeant de Land Habitat, et Niki Morillon qui est conseillère OPCO-EP. Voilà, bonjour à toutes et à Thierry Lesca. Je vous propose de commencer tout de suite avec vous, Charlotte de l'Ursalus, concernant la démarche que vous avez engagée au titre des domaines familiaux de l'Ursalus. Peut-être une présentation rapide de la structure et des motivations de votre engagement sur la transition écologique et énergétique. Oui, bien sûr. Merci Cyril. Bonjour à tous. Nous sommes un groupe familial qui existe depuis plus de 550 ans, donc en Aquitaine, en Sud-Gironde. Donc vous comprendrez qu'effectivement, nous, c'est un groupe qui incarne les valeurs de transmission,
savoir-faire et d'attachement au territoire qu'on veut protéger, d'où ce qui explique notre démarche en particulier. Aujourd'hui, nous avons 60 collaborateurs qui sont répartis sur 3 pôles d'activité principaux, un pôle viticole, un pôle agricole dans les Landes et touristique également dans les Landes. Donc nous avons entamé il y a 2 ans une démarche RSE, donc comme je vous l'explique, qui était vraiment liée à notre volonté de protéger le territoire, mais également d'améliorer la qualité de vie et de travail de nos différents salariés. On a des ouvriers agricoles et on a des cadres, enfin on a une multitude d'ouvriers de classes différentes, donc c'est très important pour nous de prendre soin d'eux. Et donc, nous avons entamé une démarche, une réflexion globale sur cette démarche, et nous avons identifié un axe d'amélioration essentiel, c'était notre politique de ressources humaines au niveau du groupe, et notamment, nous n'avions pas de marque employeur. Donc, dans cette optique, on a choisi de travailler avec une agence qui est ici, Plotfox, et nous avons demandé l'accompagnement de notre OPCO dans le financement de cette démarche. Avant de leur laisser la parole, je vais aussi expliquer que une fois que ce travail-là a été fait, nous avons déployé la démarche au niveau des filiales et que donc nous avons proposé à nos salariés des formations adaptées en fait à leur métier. Je pourrais en parler plus tard, mais que ce soit des formations éco-gestes, compostage, irrigation des cultures. Enfin voilà, donc ça je pourrais vous en parler plus tard si vous le souhaitez. Oui, on va en reparler, mais effectivement, vous résumez extrêmement bien la logique d'accompagnement sur la base de ce que propose OPCO-EP, c'est-à-dire la volonté de votre part d'avoir un engagement sur la transition écologique et plus globalement sur la RSE, la nécessité de structurer la démarche RH pour ensuite investir le champ des compétences. Charlotte Faubert, donc vous avez assuré cet accompagnement RH. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire de quelle manière concrètement ça s'est déroulé? Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Donc Charlotte, je gère une agence qui s'appelle Plotfox et effectivement, nous, on est spécialisé sur tout ce qui est ressources humaines. Ce qu'on ne dit pas assez, ce qu'on oublie souvent dans tous les sujets RSE, c'est qu'il y a un volet social et que forcément, comme le disait Madame de Lurcey juste avant, c'est que ça fait partie des sujets clés aussi pour aller vers cette transition. Donc nous, effectivement, on les a accompagnés sur ce volet-là en faisant, comme je l'ai entendu avant aussi, le parcours classique avec un diagnostic, une immersion sur site, des entretiens. Et après, on a fait un livrable autour du travail de la marque employeur. Effectivement, comme le disait Madame de Lursalus, leur groupe est composé d'une multitude aussi de secteurs, d'activités différentes et donc de métiers très variés. Il y avait un enjeu pour entraîner tout le monde dans cette transition, de faire une cohérence aussi, de trouver une cohérence au niveau de leur histoire et de les amener ensemble vers la suite. Donc voilà, on a travaillé sur cette fameuse plateforme marque employeur et qui, comme le disait Madame de Lursalus, qu'ils ont pu ensuite déployer et décliner. Voilà, dans les grandes lignes de notre accompagnement. Oui, donc une expression des besoins sur la base d'une compréhension des différents enjeux, avec cette approche de cohérence que vous avez exprimée au niveau des différentes entreprises du groupe. Ça s'est traduit par plusieurs axes qui ont été identifiés pour aligner. Exactement. Donc nous, on a travaillé tout particulièrement sur la promesse employeur. Donc quels sont les grands axes qui font la différence en fait du groupe et qui à la fois relient toutes ces filiales et tous ces métiers. Et à partir de ces promesses, ça permet d'engager en interne les collaborateurs autour d'une vision commune, mais aussi d'attirer en externe parce qu'on est aujourd'hui sur certains secteurs d'activité où il y a de la pénurie de main-d'œuvre et où ça devient difficile aussi de faire venir les candidats chez nous. Donc, il y a un enjeu et c'est super que de plus en plus de personnes le perçoivent, aussi d'expliquer ce qu'on propose en fait aux candidats et d'être clair sur la promesse employeur justement pour que on trouve chaussure à son pied. On sait qu'aujourd'hui, un recrutement raté, ça coûte très cher à une entreprise. Donc, quand il y a des volumes aussi importants que pour
la famille Lursalus, c'est quand même, ça peut avoir un impact. Donc, il y a un réel enjeu d'être clair sur ça. D'accord. Charlotte de Lursalus, quelles sont les conséquences très concrètes de cet accompagnement? Ça a changé les choses, en particulier au niveau de la cohérence des activités du groupe? Tout à fait. Ce qui est compliqué dans un groupe avec différentes activités, c'est de créer des synergies et que chacun se sente en fait concerné par les activités des autres. Comme vous le savez, parfois le domaine viticole ne se porte pas très bien et il peut exister ou subsister grâce à l'activité tourisme. Ça n'a pas toujours été le cas, mais pour nous, c'est important effectivement que, je pense notamment lors des discussions salariales ou en fin d'année, voilà, que tout le monde comprenne que le groupe fonctionne ensemble et qu'il y a des années où ça va mieux pour d'autres. Il y a des investissements aussi qui sont parfois nécessaires pour certains. En revanche, quand on parle de transition écologique énergétique, ça concerne évidemment tout le monde. Donc, c'était important pour nous de montrer que, voilà, on peut avoir chacun des objectifs ou des résultats différents. En revanche, il n'y a pas de négociation possible sur cet enjeu-là. Et donc, on voulait vraiment que chacun s'engage. Et pour ça, il fallait qu'on ait, en fait, nous, qu'on établisse des règles et effectivement qu'on explique pourquoi est-ce que le groupe voulait s'investir là-dedans. Voilà. Oui, et puis je crois tout cet accompagnement a également mis en évidence la possibilité de tendre vers une labellisation. Peut-être un mot par rapport à ça, puis je passe aussi la parole à Delphine Ferradou sur ces enjeux de labellisation qu'Opco EP accompagne d'une certaine manière. Oui, alors effectivement, la labellisation, c'était pas forcément un objectif initial, mais en travaillant du coup sur cette question-là, on s'est rendu compte que on pouvait s'associer soit à d'autres programmes. Je pense par exemple pour la partie viticole, nous avons eu le label Cultivons demain, donc avec Cerfa France. Donc c'est un collectif en fait de propriétés viticoles qui s'est rattaché à ce label. Donc nous l'avons obtenu cette année avec d'autres viticulteurs. Pour la partie tourisme, nous faisons partie d'une franchise et effectivement cette franchise avait déjà des établissements qui avaient un éco-label européen. Et donc nous avons effectivement aussi fait la demande cette année pour l'obtention de ce label. Et alors là, effectivement, dans ce cas-là, ça nous donne, ça va nous, je le dis clairement, ça a un avantage à la fois, on pense, en interne pour fédérer les équipes. Également, maintenant, nos amis banquiers nous demandent de plus en plus de garanties sur ces sujets-là et les taux d'intérêt ne sont malheureusement pas les mêmes, sont beaucoup plus avantageux et nous pensons vont l'être encore plus dans le futur si vous montrez que vous êtes dans cet objectif de transition écologique. Donc, oui, évidemment, pour nous, c'était pas l'intérêt initial, mais on s'est rendu compte effectivement que ça pouvait être intéressant également. Oui, Delphine Ferradou, c'est tout l'intérêt aussi de ces accompagnements globaux, finalement, qui permettent de découvrir un certain nombre d'enjeux et d'objectifs nouveaux. Sur cet aspect de labellisation et plus généralement sur les compétences qu'il faut mobiliser pour parvenir à aboutir les projets de transition écologique et énergétique, un mot sur les montées en compétences qui sont nécessaires, parce que là-dessus, Opco EP, évidemment, propose un accompagnement. Oui, tout à fait. En fait, là, l'intérêt ce qu'on peut apporter en plus à l'entreprise, d'une part, effectivement, il y avait l'accompagnement du financement de la prestation de conseil en ressources humaines qui était basé sur la RSE, qui a permis aux domaines familiaux de Lursalus de structurer une stratégie. Et d'autre part, maintenant, une fois que ça a été mis en place, on accompagne l'entreprise dans l'identification des besoins de formation. L'entreprise mène ses entretiens professionnels. Ces entretiens professionnels lui permettent de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences nécessaires. Et moi, je l'accompagne pour travailler sur quelle formation, dans cette montée en compétences des salariés ou ces recrutements, qui sont à intégrer dans les transitions. C'est-à-dire que on mixe non seulement le besoin de compétences globales et le besoin de compétences en lien avec les transitions.
C'est comme ça que toute cette stratégie prend vie dans l'activité de l'entreprise. Parfait, merci beaucoup. Un dernier mot peut-être de Charlotte de Lursalus sur ce volet compétences. C'est aujourd'hui le chantier qui vous occupe pour savoir identifier à la fois les compétences sur lesquelles vous pouvez compter en interne et puis les points qu'il faut développer. J'en profite pour rappeler aux participants à ce webinaire que vous avez la possibilité de poser des questions également via l'onglet de chat. Oui, je dirais comme l'entreprise précédente, nous n'avons pas effectivement de personnes dédiées à l'RSE à part moi ou alors de structures RSE. En revanche, nous identifions des besoins, notamment liés justement à la recherche de ces labels. Donc, je vais penser au compostage, par exemple, dans la partie tourisme, ou alors pilotage de l'irrigation des cultures, par exemple pour notre partie agricole. Donc voilà, là, ça va être vraiment identifier et proposer des formations qui seront parfois avec effectivement l'OPCO, ou ça peut être d'autres organismes. Ce sont vraiment des choses qui sont très opérationnelles. Voilà. Très bien, merci beaucoup Charlotte de Lursalus, Charlotte Faubert et Delphine Faradou. Je vous propose de passer au témoignage de Thierry Lesca, toujours en Nouvelle-Aquitaine avec Land Habitat et accompagné de Niki Morillon. Land Habitat, c'est un constructeur de maisons sur mesure. Thierry Lesca, alors pourquoi aller sur la transition écologique et énergétique? Alors, merci déjà de me passer la parole et bonjour à tous. La construction de maisons individuelles, c'est déjà très encadré en termes énergétiques avec les différentes réglementations thermiques. Mais le concept même de maison individuelle a été un petit peu décrié au sein de nos instances. Donc, il y avait une volonté d'aller chercher, de verdir un petit peu l'image de la maison individuelle. Et c'est dans ce cadre-là que l'on a essayé on a obtenu même de labelliser Land Habitat avec un label Ma Maison Vivante, qui permet en fait de s'attaquer également à l'aspect extérieur de la maison, en créant un jardin qui est un écosystème vivant, et également de prendre des matériaux qui soient biosourcés ou qui soient recyclables, en tenant compte de tous ces aspects-là. Oui, donc si je comprends bien, c'est bien une logique à la fois d'image véhiculée autour du concept de maison individuelle pour valoriser, et puis pour vous, c'est évidemment, on le suppose également un argument pour vous différencier au niveau de la concurrence. Oui, complètement. Ces deux aspects-là, c'est à la fois, ça a permis nous de mobiliser les équipes autour de ce projet, et également de pouvoir afficher un avantage concurrentiel vertueux, je dirais. Oui, alors un point qui est intéressant dans l'expérience que vous nous présentez, c'est que vous êtes allé assez directement sur le levier formation. Vous avez enclenché une véritable stratégie formation avec l'aide de votre conseillère OPCO-EP qui est ici avec nous, Niki Morillon. Oui, bonjour, je suis Niki Morillon, donc conseillère dans les Landes au sein de l'OPCO-EP. Effectivement, en fait, pour accompagner M. Lesca, le but au début, c'est d'avoir une vision globale de ces projets, aussi en termes de priorité. Notamment en 2024, la priorité, c'était ce label La Maison Verte. Donc, pour ça, on a actionné le FNE, qui est un dispositif de financement pour accompagner les entreprises dans tous les sujets de transition, que ce soit écologique, numérique, démographique ou alimentaire. Donc, ce dispositif, en tout cas, correspondait et répondait parfaitement aux besoins de M. Lesca. Et ensuite, l'idée, ce n'est pas de s'arrêter là, c'est de voir, tous les ans, en fait, c'est important de tisser ce lien de proximité avec nos entreprises pour continuer à renforcer les actions de formation, à faire monter en compétences. Donc là, en début d'année, on s'est revus pour faire le point pour la suite. Notamment, on va aussi franchir le cap de la transition numérique via un accompagnement que nous, on a sur la Nouvelle-Aquitaine, qui est
transition numérique, un dispositif dédié à ça, et notamment aussi peut-être une acculturation à l'IA. Et bien évidemment, on va renforcer l'équipe via le recrutement en alternance au mois de septembre de 2 apprentis. Oui, vous l'avez souligné, hein, plusieurs dispositifs qui sont mobilisables. Vous avez cité le FNE, on peut également avoir le FSE, Tout à fait. également des dispositifs régionaux. Alors ça, tout dépend des spécificités territoriales, régionales, mais ça, les conseillers de proximité connaissent les actions, les financements possibles. Et puis l'alternance, qui est un levier important. Avant de parler des effets constatés et la manière dont est conduit le projet aujourd'hui, Thierry Lescar, concernant ces montées en compétences, plus précisément, quels sont les métiers qui sont concernés par cette orientation de labellisation, et puis comment vous embarquez les équipes? Alors, nous, dans la maison individuelle, les métiers concernés, ça va du chargé de clientèle au dessinateur-maîtreur, au conducteur de travaux. Même le secrétariat était impliqué dans le projet, parce que afin de pouvoir défendre le projet dans sa globalité, il faut que toute l'équipe adhère et comprenne surtout ce qu'est le label Ma Maison Vivante. Voilà, donc oui, ça a été nécessaire de mobiliser toute l'équipe pendant 1 jour et demi de formation grâce à l'OPCOEP. C'est un financement en partie par l'OPCOEP. Enfin, je tenais à préciser par rapport à ça que ce projet il s'est construit complètement en collaboration avec Madame Morillon. C'est suite à des échanges que ce projet s'est construit. Enfin, c'est important de le dire. C'est pas quelque chose qui est né comme ça. C'est issu de plusieurs rendez-vous sur lesquels nous avons échangé et construit. Voilà. Et Madame Morillon a pu mettre en face des besoins de l'entreprise des financements qui sont nécessaires, parce que on reste quand même une PME de 10 personnes, donc on n'est pas non plus une multinationale. Voilà, on a besoin de ces fonds-là pour pouvoir avancer. Et puis former vos équipes. Alors c'est évidemment essentiel pour répondre aux critères de labellisation, mais c'est aussi essentiel pour répondre aux attentes des clients, parce que là vous êtes dans une logique d'anticipation, vous êtes en avance de phase sur les évolutions autour de la maison individuelle. Donc il s'agit aussi de répondre à des interrogations, de conseiller les clients finalement, et ça peut se faire au travers grâce à la formation. Oui, complètement. Donc, ce label Ma Maison Vivante, en effet, anticipe les contraintes réglementaires actuelles, mais je pense malgré tout que ces contraintes-là vont arriver de manière assez rapide. Donc oui, je vous rejoins, c'est vraiment une anticipation sur notre métier. Pardon, j'ai oublié la suite de la question. Non, c'est très bien. Non, mais c'est exactement ce mot qui est souvent le mot clé quand on parle de transition écologique et énergétique. Nous sommes face à des transformations fondamentales qui sont à l'œuvre, mais tout l'enjeu, c'est de parvenir à anticiper, à avoir un coup d'avance, si j'ose dire, par rapport aux réglementations à venir, par rapport aux nouvelles attentes côté client, par rapport à des nouveaux positionnements concurrentiels. Et pour cela, il faut mobiliser les équipes et actionner le levier formation. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous de la démarche? Vous l'avez dit, les employés, l'ensemble, les 10 employés, les 10 personnes qui travaillent avec vous ont été formés. Du côté de la labellisation, vous en êtes où? Elle est effective, la labellisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en droit de commercialiser des maisons Ma Maison Vivante. Pour ce faire, parce qu'on veut pousser un petit peu le projet dans le département des Landes, c'est un label qui n'est pas encore connu, mais on a un projet de promotion propre à l'Habitat, c'est-à-dire on va faire 5 maisons sur un terrain qui appartient à l'Habitat. Ces 5 maisons seront labellisées Ma Maison Vivante afin de pousser le produit, de faire connaître aux habitants landais ou futurs habitants landais, pour qu'on puisse expliquer avec des choses simples et de manière visuelle ce qu'est ce label. Donc un démonstrateur finalement qui va être mis en place. Niki, pardon, excusez-moi. Le projet démarrera.
Pardon, je vous avais coupé, excusez-moi. Niki Morillon, au niveau de la démarche côté OPCO-EP, qu'est-ce que c'est l'enjeu? Il y a des suites à envisager? Donc là, pour le moment, donc comme a dit Monsieur Lesca, il va déployer le label par rapport à ses futures constructions en septembre. On fait le point régulièrement sur ses projets, sur quel axe il veut y aller. Notamment, de toute façon, cette année, on a le FSE qui est vraiment, encore une fois, un dispositif pour accompagner les grandes transitions que rencontrent les entreprises. Donc, très probablement, nous allons mobiliser ce dispositif FSE pour répondre à ses besoins, que ce soit sur la transition écologique pour la suite des actions et la transition numérique aussi, où il anticipe encore une fois par rapport aux besoins futurs et au positionnement de l'entreprise et être concurrentiel, hein, tout simplement aussi. Oui, des possibilités de financement, que ce soit le FNE Formation, le FSE, pour répondre effectivement aux grands enjeux de mutation économique avec les transitions écologiques et environnementales, avec la transition numérique, vous l'avez signalé. J'en profite pour signaler à nos participants que l'équipe d'OPCO-EP s'active en back-office, comme on dit, et vous propose un certain nombre de ressources au fur et à mesure de nos échanges, en particulier sur les aspects de financement, que ce soit sur les possibilités de financement, sur les critères en fonction des branches professionnelles. Vous avez quantité de ressources sur le site de l'OPCO, et puis aussi des présentations au niveau des PCRH, des prestations conseils en ressources humaines, avec les DIAG, les DIAG RH, DIAG pré-DIAG. Tout cela voilà, est consultable sur le site d'OPCO-EP. Merci beaucoup Thierry Lesca et Niki Morillon pour votre témoignage. Merci beaucoup. N'hésitez pas à interpeller nos intervenants si vous le souhaitez. Nous allons maintenant passer la parole à la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Philippe Merle qui est gérant d'Adoma, Christelle Juppé qui est dirigeante de Barbiche, Clément Verdet qui est consultant au cabinet Up Conseil et David Perret qui est conseiller OPCO-EP. Deux témoignages d'entreprises, encore une fois, de tailles différentes et de secteurs d'activité différents, puisque nous allons parler avec Adoma des services à la personne et avec Barbiche du domaine du traiteur événementiel. Bonjour Clément Verdet, bonjour David Perret, je vois les autres arriver, voilà, Philippe Merle ainsi que Christelle Juppé. Je vous propose de commencer par Philippe Merle pour parler d'Adoma, donc vous êtes le gérant. Peut-être brièvement déjà, présentez-nous votre structure et puis les raisons qui vous conduisent à vous tourner vers la RSE et la transition écologique et énergétique. Adoma, je disais, c'est les services à la personne, hein, c'est une coopérative. Coopérative auvergnate de services à la personne. Donc, on a une dizaine d'agences en Auvergne et en Charente-Maritime. C'est 60 salariés et on existe depuis 15 ans. Donc, l'accompagnement avec le OPCO-EP, pour nous, ça a commencé en 2020 avec une prestation PCRH qui nous a permis de structurer l'entreprise. Et suite à ça, en 2024, David Perret nous a rencontrés pour nous proposer l'accompagnement vers la transition écologique. Donc, j'ai participé à un groupe qui était mené avec le cabinet Up Conseil, voilà. Donc, avec l'objectif de structurer une démarche RSE. C'est également, comme on l'a vu auparavant, c'est aussi un positionnement, ça répond à une volonté de positionnement concurrentiel, cet engagement sur la transition écologique énergétique. Effectivement, on a une demande de la part de nos clients d'avoir des démarches écologiques et évidemment, depuis plusieurs années, on n'utilise plus de pesticides, mais on a aussi nos propres salariés qui souhaitent aussi avoir, comme notamment on a une dizaine de jardiniers qui souhaitent avoir des actions qui sont en faveur de la protection de l'environnement. Donc, ça rejoint à la fois les attentes des clients et de nos salariés. Voilà, c'est un facteur de mobilisation de l'entreprise. Et par contre, l'accompagnement nous permet de structurer ce terrain qui est déjà favorable pour mener une démarche RSE.
Ouais, alors parlons-en de cet accompagnement. David Perret, je vais avoir besoin de votre éclairage parce que depuis tout à l'heure, et je l'avais souligné en tout début de webinaire, on est toujours dans une logique de continuité finalement avec l'accompagnement par l'OPCO-EP. Logique de continuité où on passe d'abord par une phase de diagnostic, on a une structuration RH pour aborder les enjeux de transition écologique, très souvent aussi de manière plus large, on l'a vu tout à l'heure, les enjeux de responsabilité sociale et environnementale, hein, ces deux volets social et environnement allant souvent de pair, et puis derrière, on engage le levier formation. Là, dans ce que vient de nous dire Philippe Merle avec Adoma, c'est une continuité qui s'inscrit encore plus dans la durée puisqu'il y avait déjà une PCRH en 2020. Tout à fait. Bonjour à tous. On a, des échanges très réguliers avec Philippe Merle. Là, on est vraiment en proximité, c'est le cas de le dire, par rapport au suivi de l'entreprise et des potentialités. La prestation conseil ressources humaines est apparue là pour travailler sur l'organisation du travail, travailler à la construction du plan de formation en général, et dans une entreprise telle qu'une Scope, donc il y a un lien très naturel en fait à écouter les salariés. Donc c'est vraiment très intéressant, moi en tant que conseiller, d'échanger avec Philippe. Ça nous a amené à avoir 3 outils à déployer récemment, donc en parallèle, je dirais. Un premier outil donc qui a été évoqué à l'instant, donc l'accompagnement conseil en lien avec un appel à projet régional qui a permis donc d'aborder, on va dire, une stratégie RH appliquée à la transition écologique et énergétique, donc avec vraiment des solutions d'accompagnement, de montage technique, on va dire, de projet. Et puis en parallèle, on a aussi un accompagnement sur le capital humain. C'est-à-dire qu'on va aller valoriser les expériences, les savoir-faire, les savoir-être, les compétences, et donner de la valeur à des choses finalement qui aujourd'hui n'apparaissent pas forcément dans le bilan comptable de l'entreprise. Et pourtant, c'est la clé de la réussite dans le domaine des services à la personne. Donc le plan de développement des compétences est aussi utilisé pour mener des actions de formation continue, notamment sur la transition écologique énergétique. Oui, alors Philippe Merle, permettez-moi de vous poser la question, mais je retirerai en particulier cette cohérence avec le statut SCOP, cohérence entre les actions, en tout cas la manière dont vous menez ces actions sur la transition écologique et énergétique, avec le statut SCOP. Donc là, on est clairement dans une logique d'évolution professionnelle, finalement, de montée en compétences, dans une logique de parcours, c'est bien ça? Exactement. Le fait que nous soyons en scope, les salariés ont l'occasion de s'exprimer et de participer aux orientations de l'entreprise. Mais avec l'OPCO-EP, on peut effectivement, une fois qu'on a déterminé des axes de formation, déjà déterminer grâce à des formations comme Action, comme l'accompagnement vers la transition écologique, et ensuite, on déploie le plan de formation de développement des compétences. Notamment, on a eu l'occasion de faire des formations sur le compostage et le retraitement des déchets chez les particuliers, voilà, pour garder les déchets verts chez les particuliers. Donc, il y a toute une logique à la fois de prise de hauteur, d'élaboration de la stratégie en partenariat avec l'OPCO-EP et nos salariés, et ensuite le développement des compétences qui va avec. Donc, c'est vraiment c'est assez stratégique pour nous de pouvoir travailler avec l'OPCO-EP et d'inclure toutes les formations et les propositions qui sont faites dans le développement d'entreprise. Ouais, finalement, c'est une stratégie qui prend corps dans le cadre d'un accompagnement global, d'une logique assez globale. Je vous propose de regarder un peu en détail la manière dont s'est déroulé l'accompagnement par Clément Verdet. Est-ce que Clément Verdet est avec nous ou pas? Je sais qu'il est connecté, mais dans des conditions qui sont pas évidentes. Il a fait l'effort d'être là avec nous. Je suis pas certain qu'il soit disponible. Philippe Merle, c'est pas grave, je vous pose la question à vous. Vous allez m'expliquer comment ça s'est déroulé, sous quel format d'abord. Bon, donc l'accompagnement qui était proposé avec le cabinet Up Conseil, j'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre, ce sont des demi-journées, donc 6 demi-journées
de 4 heures en distanciel avec des entreprises de différents champs d'activité sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Fédération des chasseurs, un cabinet d'architectes, etc. Et ça nous a permis à la fois de découvrir différentes problématiques et puis d'aborder le champ de la RSE de manière vraiment structurée, avec la conduite du changement, la levée des freins qui peut être rencontrée au niveau de la gestion des RH, et puis un apport quand même théorique assez intéressant sur la transition écologique en général, le positionnement d'une entreprise au sein de la société, voilà, et l'impact sociétal et environnemental que peut avoir une entreprise. Donc ça nous a permis de prendre de la hauteur et puis aussi de rentrer dans le concret du plan d'action. Donc c'était très intéressant. Voilà, Oui. la seule chose qu'on a regretté, c'est de ne pas pouvoir se rencontrer de visu. Alors oui, c'est ça. Alors, en fait, il y a une double spécificité dans l'accompagnement proposé par Clément Verdet. C'est, vous l'avez dit, c'est cet accompagnement à distance, 100% distanciel. Alors ça a des mérites. Hein. C'est que ça permet quand même aussi évidemment d'avoir davantage de disponibilité. Ce qui est pas toujours évident, je pense en particulier aux plus petites structures. Et puis cet aspect de pouvoir croiser les regards avec des entreprises d'autres tailles, d'autres secteurs qui ont peut-être parfois pas tout à fait les mêmes enjeux, mais il y a des convergences et des bonnes pratiques. Vous avez pu identifier un certain nombre de bonnes pratiques issues d'autres exemples d'entreprises. Il y a eu une émulation autour de ça? Exactement, et puis ça a déjà été cité depuis le début du webinaire, c'est-à-dire la mobilisation de l'ensemble des équipes. Ça, c'est très important pour qu'on puisse mener un projet et de communiquer en interne sur les objectifs, et de travailler ensemble avec l'ensemble des équipes sur la réalisation. Donc ça c'est vraiment, je crois que c'est le point commun qui est ressorti. C'est-à-dire qu'on n'aime pas la transition écologique juste parce que on va faire du RSE. Un argument marketing. Il faut vraiment embarquer toute l'entreprise. Voilà, ça c'est ce que j'ai retenu. Oui, parfait. Je sais pas, je vois que Clément Verdet est de nouveau connecté. Je sais pas s'il nous entend, s'il souhaite ajouter un mot. Nous avons presque un peu parlé à votre place. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bon, super. Désolé, effectivement. Voilà, on parlait je ne suis pas dans des conditions idéales. Oui, mais je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible. On parlait des modalités d'accompagnement que vous proposez. On interrogeait donc le concept à la fois du 100% distanciel qui permet aussi une meilleure disponibilité, puis le fait de croiser les regards, donc de pouvoir échanger entre entreprises de typologies différentes. Peut-être un mot sur la logique de parcours dans cet accompagnement. On est dans une approche étape par étape. Comment ça se passe? Oui, le parcours est pensé vraiment pour accompagner l'évolution d'une forme de maturité en fait dans la réflexion autour des enjeux qui sont abordés au début sous l'angle de transition. Ah, je crois que nous l'avons. Ah, vous m'entendez? Si. Non, c'est bon, oui, c'est bon, allez-y. Voilà, le parcours est pensé vraiment pour accompagner une forme d'évolution de la maturité de la dirigeante, du dirigeant ou de la personne de l'équipe qui participait au parcours. En partant des questions de transition écologique, on a élargi forcément en fait aux questions sociales, sociétales. Donc c'est pour ça que quand on parle de RSE, de bien et cohérent. Et on a démarré le parcours en fait par vraiment une grosse. Bon, je crois ouais, c'est compliqué de vous entendre, mais je traduis vos propos. Donc, logique d'accompagnement, hein, étape par étape, d'avoir un parcours qui permet aussi d'adresser les questions relatives aux compétences à mobiliser. Question pour vous, Philippe Merle et David Perret. Cet accompagnement a permis d'ouvrir justement ce chantier compétences, clairement. Qui veut répondre? Peut-être Philippe Merle d'abord? Oui, très rapidement, effectivement, on l'a décelé dans notre plan d'action pour le recyclage des déchets. On a décelé tout un tas de formations à acquérir par nos salariés. Donc, ça a commencé par une première journée de formation avec l'ensemble des équipes de jardiniers, donc une dizaine de personnes. Ça a à la fois le mérite de faire monter en compétences et surtout de créer de la cohésion dans les équipes. Donc, c'est vrai que la formation, c'est vraiment une occasion de motivation des équipes et puis de cohésion. Donc, voilà. Là, on est sur une première étape et puis il va y en avoir d'autres aussi
Ensuite, on a un autre objectif après le retraitement des déchets verts, ça sera le zéro papier. Et voilà, donc et ensuite ouais. on poursuit le projet. David Perret, peut-être votre regard par rapport à ça, cette logique est mise clairement en avant par Philippe Merle et qu'aurait souhaité exprimer Clément Verdet. On est vraiment dans une progression au niveau de l'accompagnement avec cet enjeu de compétences in fine. On a mobilisé là, au travers de l'accompagnement, des outils de management de projet, de notions liées au management du changement. Donc c'est important en effet de respecter les étapes et c'est tout le travail qu'on mène régulièrement avec Philippe, c'est de prendre du temps justement pour mesurer les bénéfices de chaque action menée, de capitaliser les bons résultats et puis aussi les écueils. C'est pas évident de mobiliser toute l'équipe, il y avoir des personnes plus réfractaires que d'autres. Donc on fait ce travail de priorisation ensemble et on canalise un peu les idées qui ne manquent pas. Clairement, on a beaucoup de choses sur la table, mais voilà, on les positionne, on priorise et on optimise les outils formation, dont l'alternance aussi qui a été évoquée, parce que notamment sur l'aspect management, on fait rentrer des nouvelles compétences, on acquiert des compétences au travers des personnes qui ont des notions nouvelles à apporter sur la table. C'est vraiment un gros travail de quotidien, mais aussi de prendre du recul régulièrement. Parfait, merci beaucoup. Je vous propose de passer la parole maintenant à Christelle Juppé pour un dernier témoignage. Christelle Juppé, vous êtes dirigeante de Barbiche, donc une entreprise traiteur événementiel. Même question qu'aux autres. Alors peut-être déjà une rapide présentation de votre structure et surtout les enjeux auxquels vous faites face en matière de transition écologique et énergétique. Oui, bonjour à tous. Et tout d'abord, toutes mes excuses. Ma webcam fonctionnait tout à l'heure, mais bon, je pense que vous m'entendez quand même. Oui, on vous entend parfaitement. On vous entend parfaitement. Super, donc Barbiche, on est basé à Annecy. On a ouvert notre structure en Haute-Savoie il y a 7 ans maintenant. À la base, un concept hybride de cantine et de traiteur qui s'est progressivement finalement focalisé sur la partie uniquement traiteur événementiel depuis 4 ans. Donc avec bien entendu des problématiques au quotidien de tout ce qui est le tri, le recyclage, le compost, l'utilisation des bouteilles consignées, le choix des fournisseurs locaux le plus possible et des produits bien sûr bio ou nature par exemple pour les vins. Ce sont des produits dès l'origine, dès la création de Barbiche, on a souhaité vraiment mettre en avant auprès de notre clientèle. D'accord, un effort au niveau de la transition écologique énergétique qui fait suite à des obligations réglementaires ou l'anticipation d'évolution dans la conscientisation, comme tout à l'heure avec le centre d'imagerie médicale de l'ANEC. Ouais. Absolument, c'est vraiment dès la création de Barbiche avec mes associés, on a vraiment souhaité déjà montrer que la cuisine travaillée pouvait être accessible à tous, pas avoir des prix exorbitants surtout, et de pouvoir mettre en avant les fournisseurs. Après, tout ce qui est communication autour de tous nos efforts et nos actions au quotidien qu'on fait en faveur de l'environnement ne sont pas, à notre sens, assez mises en avant. Justement, on a eu du mal depuis le début, depuis notre création, à mettre ça en avant parce que on n'a pas voilà, pour nous, c'est tellement naturel, ça nous paraissait tellement inné d'effectuer le tri, le compost, d'utiliser des bouteilles consignées pour aller sur événement, de proposer de la vaisselle compostable et de limiter l'utilisation du plastique au maximum. Voilà, pour nous tout ça c'était naturel et on pensait que tout le monde faisait pareil dans les restaurants et les autres secteurs alentours. C'est pas le cas. Ouais, alors déjà c'est pas le cas, puis naturel peut-être, mais on l'a rappelé tout à l'heure, à l'échelle d'une TPE, c'est pas toujours facile de pouvoir se mobiliser efficacement sur tous ces sujets. Ça demande du temps, ça demande aussi peut-être une certaine forme de structuration pour mieux penser les choses. C'est un engagement qui en est où aujourd'hui et quel est l'appui au niveau du conseil de proximité OPCO-EP? Il y a une structuration, une formalisation qui se met en place?
Pas encore. Enfin, elle est en cours. Oui, c'est vraiment une réflexion qu'on a depuis quelques mois. Donc, comme je disais, jusqu'à maintenant, on n'avait vraiment pas du tout formalisé cet engagement parce que c'était, voilà, pour nous naturel. Sauf qu'avec le recrutement des nouveaux employés, donc on est 4 fixes et après on tourne à 1 ou 2 CDD en plus en fonction de la période de l'année et de la charge de travail. C'est vrai qu'on se rend compte que jusqu'à maintenant, on a eu des personnes qui étaient très sensibles à ça, qui avaient des valeurs personnelles très fortes et qui n'avaient aucun mal à les faire transpirer également aussi dans l'entreprise avec nous. Et ça, c'est voilà, il y a des employés qui n'ont pas eu cette sensibilité-là, et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, sur laquelle il faut qu'on avance et qu'il faut qu'on voilà, dont on se rapproche auprès de l'OPCO pour formaliser tout ça, avoir vraiment des procédures à transmettre auprès de nos nouveaux salariés, de nos nouvelles équipes, qui soient plus claires et plus pédagogue, quoi. En tout cas, parce que nous, on est encore petits, donc c'est vrai que c'est difficile d'être au four et au moulin. On est tant sur le terrain que sur la partie administrative et formation. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, une formation externe, c'est quelque chose qui serait vraiment très bénéfique pour notre petite entité, en tout cas. Oui, c'est ça qui est exemplaire dans le témoignage que vous nous livrez, c'est que même en étant une petite structure, et je le dis à l'intention des personnes qui nous suivent, hein, qui représentent des entreprises de toute taille, même à l'échelle d'une TPE et sur des domaines d'activité, on le sait, où vous ne comptez pas vos heures, vous avez un très fort engagement, vous nous livrez tout de même une vision très mûrie de la transition écologique et énergétique, ce qui me permet d'oser vous poser la question en écho à ce que nous avons entendu précédemment de la part de structures plus importantes, c'est ce lien entre le côté environnemental et le côté social. Est-ce que c'est également une préoccupation à l'échelle d'une TPE comme la vôtre ? Oui, absolument. Pour nous, ça va complètement de pair, que ce soit sur tant un poste en cuisine que sur de la partie logistique. Les profils qui nous accompagnent et qui font partie de l'équipe au quotidien, c'est vraiment des personnes qui sur leur vie personnelle, en tout cas, sont aussi sensibilisées à tout ça et qui nous apportent des éclairages sur, par exemple, voilà, notre seconde cuisine qui va toujours chercher à avoir des producteurs de plus grande qualité ou plus proches. Et sur la partie logistique, notamment, on a une personne en ce moment qui a fait des études en RSE. Donc c'est vrai que ce sont des profils qui, en plus d'avoir les compétences pour leur mission, pour leur fiche de poste, peuvent apporter aussi à faire grandir l'entreprise dans nos choix de fournisseurs et notamment, par exemple, avec la personne qui a étudié la RSE, on a ces derniers mois établi un dossier pour obtenir un label au niveau vraiment local. Ce sont les éco-défis du Grand Annecy en collaboration avec la Chambre des métiers. Et donc voilà, c'est grâce à cette nouvelle personne et puis une apprentie également qui était là pendant 1 an qu'on a pu vraiment mettre en place ce projet de faire reconnaître au niveau local nos engagements au quotidien. Parfait. Merci beaucoup, Christelle Juppé. Je retiens en particulier de votre témoignage ce levier recrutement et plus spécifiquement aussi le dernier point que vous avez abordé, le levier alternance pour pouvoir mobiliser des compétences. Il y a effectivement les actions de formation, on en a parlé tout au long de ce webinaire, avec du FNE, du FSE, mais également les logiques de recrutement par la voie de l'alternance. Je vais passer maintenant, puisque nous arrivons à la fin de notre webinaire, la parole à Karine Brunel, qui va venir nous apporter peut-être un petit mot de conclusion par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre. Karine Brunel, bonjour. Alors on a beaucoup de témoignages aujourd'hui et qu'on mis en évidence différents engagements sur la transition écologique et énergétique, des approches variables selon les profils de l'entreprise, bien sûr, leur cœur d'activité, leur motivation, mais à chaque fois on a une réponse spécifique qui est apportée pour chacune de ces entreprises, une réponse apportée par OPCO EP et avec toujours cette visée qui est la montée en compétences, puisqu'il s'agit bien de professionnaliser, c'est tout l'enjeu. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, on a vu sur les différents témoignages qui ont été donc proposés que quelle que soit finalement la problématique évoquée, on a parlé de gestion des déchets, on a parlé de recyclage,
On a parlé de réorganisation des activités, de stratégie de différenciation par rapport à la concurrence, de créer des synergies autour d'une démarche de groupe, des réponses à des demandes clients ou marque employeur. On a vu qu'effectivement, globalement, l'ensemble de ces démarches ont été structurées finalement en 3 niveaux qui correspondent un petit peu d'ailleurs au niveau de l'offre de service que nous construisons actuellement à l'OPCOEP. Un premier niveau qui est la phase de sensibilisation qui effectivement est indispensable pour pouvoir embarquer, et ça a été dit à plusieurs reprises, l'ensemble des salariés dans une démarche qui est une démarche d'accompagnement au changement. On n'est pas simplement sur la transition écologique et énergétique, on est bien sur une démarche d'accompagnement au changement global de l'entreprise. Au niveau de l'OPCOEP, cette sensibilisation se fait et certaines des structures ont dû en bénéficier à travers un prédiagnostic transition écologique et énergétique qui permet de faire un premier état des lieux du degré de maturité de l'entreprise. Celui-ci peut être ensuite remobilisé par les cabinets conseils qui sont intervenus. On en a eu quelques-uns effectivement qui ont pu apporter leur témoignage pour pouvoir consolider et aller plus loin pour l'accompagnement de l'entreprise. Cette phase de sensibilisation au niveau de l'OPCOEP, elle se fait aussi à travers des réunions d'information qui peuvent être portées au niveau régional ou d'autres biais. Les webinaires d'ailleurs font partie de ces éléments de sensibilisation qui permettent au passage aussi d'acculturer les entreprises sur un petit peu ce qui est possible de faire sur les accompagnements autour de la transition écologique et énergétique. Et puis ensuite, on a les accompagnements. On a vu différents niveaux d'accompagnement, les accompagnements individuels d'entreprise à travers les consultants qui sont intervenus dans chacune des structures, mais également un accompagnement collectif qui est intéressant aussi puisqu'effectivement, il peut accompagner des entreprises qui proviennent de secteurs d'activité différents pour commencer à mettre en tout cas une première marche dans l'accompagnement, la démarche d'accompagnement de l'entreprise qui ensuite peut se traduire évidemment par de la formation qui est donc le troisième niveau d'accompagnement qui peut être proposé effectivement par l'OPCOEP, avec, on l'a vu, un travail qui peut parfois prendre du temps selon le degré de maturité de l'entreprise aussi. Construire un projet de formation ne va pas forcément de soi, surtout quand on embarque des enjeux attachés à la transition écologique et énergétique et derrière les compétences qui sont associées, puisqu'il faut identifier les besoins de développement en compétences pour pouvoir les intégrer par rapport à des problématiques de transition et intégrer donc à la fois les différents types de métiers, donc avoir une approche métier, mais aussi sur des compétences plus transversales. Et puis enfin, sur le volet formation, le PEP, effectivement, peut accompagner les entreprises sur la recherche de financement adapté en fonction des besoins. On a pas mal parlé effectivement des financements complémentaires tels que le FSE, mais il existe aussi d'autres types de financements vers lesquels les conseillers en formation qui sont présents dans l'ensemble des régions. Alors dans le chat, vous avez la liste de l'ensemble des conseillers que vous pouvez contacter pour pouvoir effectivement bénéficier de ces solutions de financement pour pouvoir trouver la meilleure solution qui va être adaptée aux besoins de chaque spécificité d'entreprise, puisque chaque cas est toujours évidemment particulier. Alors, je vais revenir assez rapidement sur les nouvelles offres qui sont donc proposées aujourd'hui par l'OPCOEP. On a donc parlé de la phase de sensibilisation qui est essentielle. On a, et je viens d'en parler, les prédiagnostics transition écologique et énergétique, dont une nouvelle formule vient d'être mise en place au mois d'avril, qui est structurée autour de 5 grandes thématiques avec quelques questions assez simples. Alors les thématiques sont la gestion des déchets, les achats, les problématiques de mobilité, enfin un certain nombre de thématiques que les uns et les autres vous avez pu évoquer. L'idée étant de mieux identifier les besoins de l'entreprise en matière de transition écologique et énergétique. Donc il s'agit effectivement d'identifier le degré de maturité de l'entreprise et cartographier dans un premier temps son positionnement. Donc en fait, on a un petit schéma qui permet rapidement à l'entreprise de voir où elle se situe, si elle est sur un degré de maturité faible, moyen ou fort, et à partir de là, de faire une synthèse, de proposer une synthèse qui va identifier ses points forts et ses axes de progrès. Ça permet donc aux conseillers ensuite de pouvoir proposer des solutions d'accompagnement qui vont être adaptées en fonction de ce degré de maturité autour des 3 axes que j'avais présentés juste avant. Un axe de sensibilisation qui existe effectivement aussi à travers notre site internet. J'en ai pas parlé, mais on a pas mal d'informations aussi sur le site internet de l'OPCO sur les questions de la transition écologique et énergétique et les modalités d'accompagnement qui sont proposées. On a également une plateforme de contenu transition écologique et énergétique qui permet de commencer à acculturer aussi les salariés
notamment pour les entreprises qui commencent un peu à s'engager dans ces démarches, de pouvoir, à travers des podcasts, à travers des petites vidéos assez simples, de pouvoir voir un petit peu ce que l'on met derrière, sur des exemples qui ont pu être menés dans d'autres secteurs d'activité ou dans les secteurs d'activité qui sont les vôtres. Donc ensuite, on a l'axe d'accompagnement. Donc effectivement, je vais vous présenter après la nouvelle offre qui est celle de diagnostic, accompagnement, transition écologique et RH. Et puis enfin, on en a parlé, l'axe formation, avec la possibilité aussi de pouvoir bénéficier d'actions collectives qui vont être attachées à la transition écologique et énergétique, puisque nous préparons une offre de formation collective qui sera disponible pour les entreprises à la fin de l'année sur l'axe transition écologique et énergétique. Dans les thématiques effectivement pressenties, il y aura notamment l'éco-conduite, mais beaucoup d'autres thématiques proposées et accessibles à l'ensemble des entreprises de l'OPCOEP. Et également les actions individuelles, mais ça vous connaissez déjà, puisqu'en fait ces actions de formation ont été présentées là lors de ce webinaire. Également, donc pour pouvoir effectivement bénéficier de ce pré-diagnostic, il suffit de contacter votre conseiller OPCOEP, dont la liste effectivement est indiquée dans le chat. Et à l'occasion d'un rendez-vous, un accompagnement pourra être donc commencé avec le conseiller, avec les orientations que je viens de développer de manière effectivement synthétique. En fonction donc des résultats de ce pré-diagnostic transition écologique et énergétique, pourra être proposé, si le besoin se présente, un diagnostic accompagnement transition écologique RH. Donc il s'agit d'un accompagnement individuel. Là pour le coup, on est vraiment sur un accompagnement individuel d'entreprise, donc à la maille d'une entreprise. La particularité de cette offre est de réunir en fait au sein d'une même prestation à la fois des compétences qui relèvent d'un technicien de la transition écologique et énergétique et également de quelqu'un qui a des compétences sur le volet RH pour pouvoir analyser les impacts de cette transition écologique sur l'organisation interne de l'entreprise et les compétences qui y sont associées. Donc l'objectif de cette approche, c'est de réaliser un diagnostic complet qui permettra aux dirigeants d'avoir une vision globale pour pouvoir ensuite décider et agir, faire des préconisations et proposer un plan d'action qui va être co-construit pas à pas avec le dirigeant. Sa finalité est effectivement d'accompagner et impulser les transformations, on a vu, qui sont quand même assez conséquentes dans les entreprises, qui sont liées à la transition écologique et énergétique, et puis un plan d'accompagnement qui sera sur mesure. Donc sa durée est de 5 à 7 jours. On a sélectionné au niveau de l'OPCOEP donc 3 prestataires par le biais d'un appel d'offres qui sont susceptibles d'intervenir sur l'ensemble des territoires. Et cette intervention est cofinancée à hauteur de 50% par l'État. Et pour bénéficier de cette solution, il suffit également de prendre contact avec les conseillers formation de l'OPCOEP afin qu'ils puissent vous expliquer les modalités qui sont attachées à cette offre. Donc voilà de manière effectivement synthétique ce que je peux dire sur l'offre actuelle et qui s'appuie en fait effectivement sur les travaux qui ont déjà été menés à partir des diagnostics PCRH, puisqu'effectivement certains intervenants PCRH réalisent une partie en fait de cette activité, notamment sur le volet RH. Alors je l'ai pas dit parce qu'on a beaucoup parlé aussi dans cette session de RSE. C'est vrai que ce diagnostic transition écologique et RH concerne plus spécifiquement le volet environnemental de la RSE. Il n'est pas exclu que dans les pistes qui vont être identifiées par le prestataire qui aura été retenu par l'OPCO avec l'entreprise, qu'il y ait des besoins effectivement en matière de RSE, puisque vous l'avez tous dit, il y a souvent une vocation aussi sociale et d'embarquer dans le cadre d'une culture effectivement de l'entreprise l'ensemble des salariés dans la démarche. Il est donc possible de poursuivre cet accompagnement avec donc une proposition qui pourra être faite par le conseiller, par un PCRH qui complétera en fait l'accompagnement qui effectivement est plus orienté sur la transition écologique, mais là pour le coup sur le volet social avec la dimension RH. Voilà, nous en restons là pour aujourd'hui. Il me reste à vous dire que, comme je vous le disais au début de ce webinaire,
Les précédents épisodes ainsi que celui-ci, tout cela est déjà et sera pour le webinaire actuel consultable sur la chaîne YouTube d'OpcoEP. Vous avez le lien qui s'est affiché dans l'onglet chat. Il me reste à remercier l'ensemble des intervenantes, des intervenants et des participants à ce webinaire et vous souhaiter une excellente après-midi à toutes et à tous.